Bien, je commencerai moi aussi à vous dire ma joie d'être au milieu de vous, à m'adresser cet après-midi à des acteurs importants du champ éducatif, car il me semble que s'il est un défi essentiel pour notre société française d'aujourd'hui à relever, c'est bien celui de l'éducation. Un tel défi vaut aussi pour l'Église. Joie d'aborder ce thème de l'espérance, car on éduque toujours aujourd'hui pour demain. Il ne s'agit pas pour nous de préparer les enfants et les adolescents à entrer dans la société d'aujourd'hui. Il s'agit de les préparer à entrer dans la société de demain. Comment les y aider si nous ne sommes pas emplis d'espérance? À l'image de votre évêque, je démarrerai par une confidence. J'avais 9 ans en 1962, ce qui vous donne une indication sur mon âge. Mes parents avaient connu les affres de la bataille de Normandie, la ruine de leur belle ville de Rouen. Et c'est terrible à 20 ans de voir en ruine tout l'héritage familial et tout ce qu'ils avaient construit jusqu'alors. Il ne leur restait que 2 valises. On était en plein blocus de Cuba, menace de guerre nucléaire totale entre les États-Unis d'Amérique et l'Union soviétique. Et le sort du monde s'est joué dans cette rencontre Kennedy-Khrouchtchev au moment de la crise de Cuba. On était en plein processus sanglant de décolonisation de l'Algérie, avec des attentats journaliers qui avaient lieu non pas en Irak, en Afghanistan, mais des 2 côtés de la Méditerranée. Tel était le climat de la France en 1962. Et je me souviens, lorsque le soir je m'endormais, je feuilletais les dernières pages de mon encyclopédie des 2 coqs d'or et je rêvais de la voiture de l'an 2000, du robot de l'an 2000 et de la fusée de l'an 2000. Autrement dit, mes parents, qui avaient bien plus de raisons objectives que nous de s'inquiéter de l'avenir à très court terme et qui avaient en mémoire les destructions massives de la Seconde Guerre mondiale, étaient néanmoins capables d'enthousiasmer leurs gosses sur demain. Sondage effectué aujourd'hui auprès d'adolescents sur le thème « À quoi vous fait penser demain ?», les 3 premières images associées: la peur de la pollution, le réchauffement climatique, la peur du chômage, la peur du terrorisme. Il est évidemment beaucoup plus difficile de grandir dans une société qui se projette négativement sur demain que dans une société qui se projette positivement sur demain. Une enquête vient de paraître sur le mal-être de nos adolescents. Et une source importante de ce mal-être réside justement dans le regard négatif que les adultes portent sur demain. Nous commençons à voir les effets désastreux sur nos enfants, sur nos adolescents, de ce sempiternel discours sur le thème « Hier, c'était beau, aujourd'hui, c'est difficile, demain, c'est la catastrophe ». Comment aider nos enfants, nos adolescents à prendre leur place dans la société, dans l'Église de demain, si nous, adultes, sommes habités par ce type de discours? Oui, travailler le thème de l'espérance me paraît aujourd'hui être une nécessité absolue. En exergue, je citerai ces quelques versets que vous connaissez bien du Porche du mystère de la 2e vertu, Charles Péguy, dont nous fêtons l'anniversaire de la mort sur le front en 1914. L'espérance, dit Dieu, voilà ce qui m'étonne. Ça, c'est étonnant, que ces pauvres enfants voient comment tout ça se passe et qu'ils croient que demain ça ira mieux, qu'ils voient comment ça se passe aujourd'hui et qu'ils croient que ça ira mieux demain matin. Ça, c'est étonnant.
Et c'est bien la plus grande merveille de notre grâce. Et j'en suis étonné moi-même. Il faut en effet que ma grâce soit d'une force incroyable et qu'elle court d'une source comme un fleuve inépuisable. C'est elle l'espérance, cette petite, qui entraîne tout. Mon propos de cet après-midi aura une double inspiration. Tout d'abord, celle liée à mon expérience éducative et pastorale. Voilà 40 ans que je travaille comme éducateur spécialisé auprès d'enfants, d'adolescents, majoritairement domiciliés dans les quartiers que notre République qualifie de sensibles. En 1995, j'ai fondé le Val d'Ocaux, sur la dalle d'Argenteuil, un quartier qui avait été traumatisé par la violence des émeutes urbaines du début des années 90, association qui aujourd'hui a essaimé sur le Grand Lyon, où je suis actuellement domicilié, sur Nice et sur l'île. L'idée du Val d'Ocaux, c'est de rejoindre et d'accompagner les enfants, les adolescents dans leurs 3 champs de vie, que sont la famille, l'école et la cité. Car, comme le disent nos amis africains, il faut un village pour éduquer un enfant. Une famille n'y suffit pas, une école n'y suffit pas, une ville n'y suffit pas. Il faut la conjonction de la famille, de l'école et de la ville. La grande difficulté pour les enfants d'aujourd'hui, c'est que chacun de ces lieux est souvent marqué par une culture différente. La culture familiale, empreinte des traditions d'origine. La culture scolaire, empreinte des traditions républicaines. Et la culture de la ville, du quartier, de la place, qui est fondamentalement devenue une culture de l'entre-père, de l'entre-jeune. Les adultes ayant un peu déserté l'espace public. Culture qui a tendance à devenir de plus en plus envahissante. Culture qui parfois envahit l'école, surtout lorsque celle-ci est en plein cœur du quartier. Vous savez qu'un des combats que j'ai menés lorsque j'étais au ministère de la Ville, c'était d'essayer de permettre à des jeunes des quartiers d'être scolarisés avec d'autres que ceux du quartier. Comment notre République peut imposer à l'adolescent d'être scolarisé avec le copain qui ne cesse de le faire rigoler ou avec le copain dont il a peur. Cette culture de l'entre-jeune qui a tendance à marginaliser la famille, les parents gérant à peu près correctement l'espace familial, étant de plus en plus désarçonnés pour intervenir dans les autres champs de vie de leur enfant, et avec le développement du téléphone portable, des réseaux sociaux, combien je rencontre d'enfants, d'adolescents qui physiquement sont dans la sphère familiale, mais mentalement continuent d'exister dans cette sphère de l'entre-père avec lequel ils ne cessent de communiquer. Vous savez la grande différence entre l'adolescent que j'étais et l'adolescent d'aujourd'hui, c'est que lorsque moi-même j'étais adolescent, lorsque le soir je quittais l'école pour rentrer en famille, je quittais l'univers de mes copains pour m'inscrire dans la sphère familiale. Aujourd'hui, avec leur portable, avec les réseaux, ils ne quittent jamais l'univers des copains. Je partageais récemment un repas avec une famille, l'adolescent tweetait entre les plats. Alors le Val d'Ocaux, nous essayons de rejoindre l'enfant dans ses 3 champs, essayant d'instiller un peu de lien entre les différents adultes qui cheminent auprès de lui, souvent si incohérents. Les enseignants de dire, si j'arrive pas à faire classe, c'est la faute aux parents. Ils n'avaient qu'à éduquer leurs gamins. Que voulez-vous que je fasse avec des gamins si peu éduqués? Et les parents de dire, mais qu'est-ce que c'est que ces enseignants d'aujourd'hui? Ils se disent professionnels de l'éducation, ils sont même pas capables d'assurer la discipline. Moi, j'envoie mon gamin à l'école pour qu'il apprenne, il revient, il sait rien. Ça, c'est pas faire son métier, ça vient nous donner des conseils. Et les aînés de dire, tu sais, de toute façon, c'est le chômage au bout, alors à quoi ça sert d'être chômeur bac plus 5? J'ai déjà des idées pour le chômeur bac moins 5 que tu es aujourd'hui. J'aime dire que le premier droit de l'enfant, à l'orée du XXIe siècle, c'est le droit à la cohérence des adultes qui l'accompagnent sur ses chemins d'éducation. Le concept de base du Val d'Ocaux, c'est ce thème de la médiation famille, école, cité. Et puis expérience pastorale, où j'accompagne comme prêtre référent l'institution scolaire salésienne de Lyon, les Minimes, avec une école, un collège, un lycée, des prépas, avec cette pastorale à 2 niveaux, cette pastorale ouverte à tous, où je suis heureux de m'adresser à tous ces jeunes aussi divers, musulmans, athées, catholiques, leur apprendre à vivre ensemble, apprendre à respecter les convictions de l'autre, et où je suis heureux de permettre aux jeunes chrétiens de vivre leur foi à l'intérieur de cet établissement catholique, et en particulier la dimension missionnaire de leur foi. Soyez des témoins de Jésus-Christ au milieu de ces camarades qui ne croient pas en lui.
essayez de rectifier l'image qui se font souvent du jeune chrétien par votre attitude, par votre engagement, par votre disponibilité. Deuxième source d'inspiration, celle de Don Bosco, dont nous fêtons le bicentenaire de la naissance. Alors, il peut paraître étrange qu'un éducateur du XXIe siècle se réfère à un pédagogue du XIXe, dont la situation d'aujourd'hui est un peu différente de celle d'alors, mais j'aime dire que nos deux époques ont en commun de connaître d'importants phénomènes de mutation sur le plan sociétal. Au temps de Jean Bosco, on passait de la société rurale et paysanne à la société urbaine industrielle. Nous passons de cette société industrielle et libérale à cette société qualifiée de post-industrielle et de néolibérale. Parce que vous savez, les politiques nous parlent de crise. Ça fait 40 ans qu'on nous parle de crise. Une crise qui dure, ce n'est pas une crise. Ça s'appelle une mutation. Et je dénonce avec force ce discours politique sur la crise, car c'est un discours un peu lénifiant qui laisserait entendre qu'il suffirait de tenir bon pendant les turbulences de la crise pour rêver d'un après-crise qui puisse ressembler à l'avant-crise. Alors dans les années 75, on nous disait « Rassurez-vous, bonnes gens, lorsque le prix du pétrole se stabilisera, tout redeviendra comme avant. » Le prix du pétrole s'est stabilisé, rien n'est redevenu comme avant. Aujourd'hui, on nous dit « Lorsque la dette sera remboursée, tout redeviendra comme avant. » Je ne suis pas sûr qu'on soit capable de rembourser la dette, mais ce dont je suis sûr, c'est que rien ne redeviendra comme avant. J'entends parfois même ce discours dans l'Église. Tenons bon pendant les turbulences de la crise, et puis vous verrez, les séminaires se rempliront à nouveau. Je ne sais pas trop avec qui, mais il suffit de tenir bon pendant la crise. Non. Moi, personnellement, je pense que nous vivons une période d'importante mutation. Plus importante sans doute que celle liée à la Renaissance. L'avènement du numérique est une révolution plus importante que l'avènement de l'imprimerie. Cette révolution géopolitique, avec l'Asie qui devient le centre, alors que l'Occident a été le centre pendant 20 siècles. Cette révolution biologique, l'homme prenant conscience de sa capacité à intervenir sur le processus de la vie. Cette révolution écologique, avec la prise de conscience des ressources de la planète, cette révolution économique, avec ce phénomène de mondialisation, nous vivons cette période de mutation. Et dans une telle période, les intuitions de Don Bosco me paraissent tout à fait pertinentes. J'en citerai une sur le plan éducatif et une sur le plan pastoral. Sur le plan éducatif, il disait que lorsque la confiance s'estompe dans les grandes institutions, en son temps, c'était les institutions liées à la monarchie, aujourd'hui, ce sont les grandes institutions républicaines, la capacité à transmettre, la capacité à éduquer, allait beaucoup plus être liée à la qualité de la relation adulte-jeune plutôt qu'à la qualité organisationnelle du système institutionnel. Et il nous lègue un système éducatif fondé sur la qualité de la relation adulte-jeune, en y intégrant la dimension affective. Vous savez, je suis parfois étonné, il m'arrive d'entendre parler de la relation prof-élève comme si la relation d'un professeur homme avec un adolescent garçon était identique à la relation d'un professeur homme avec une adolescente fille, comme si la relation d'un professeur femme avec un adolescent garçon était pareille que la relation d'un professeur femme avec une adolescente fille. J'aime dire ce que je disais au congrès de l'UNAF, il y a deux catégories de gens asexués, il y a les anges et les élèves. Il m'arrive d'entendre parler de la relation prof-élève comme s'il s'agit d'une relation de deux êtres asexués, l'un transmettant le savoir à l'autre. Je crois que nous savons tous que la relation humaine est beaucoup plus complexe. Et Jean Bosco devinait que l'autorité allait de moins en moins être liée au statut de la personne qui l'exerce et de plus en plus à la qualité de relation nouée par l'éducateur avec les jeunes qui lui sont confiés. Je disais ce matin aux jeunes enseignants, on peut avoir du pouvoir, on n'a jamais l'autorité. L'autorité, on la reçoit de ceux auprès de qui on l'exerce. Dans l'Évangile, lorsqu'il est dit que Jésus parle avec autorité, c'est un constat que font les gens. Ce n'est pas lui qui dit « je parle avec autorité ». Et cette autorité, il la pressente derrière cette grande cohérence entre le dire et le faire. Hier, lorsque la confiance régnait dans les institutions,
Il suffisait que l'institution donne du pouvoir à une personne et globalement, cette personne faisait autorité. Aujourd'hui, tel n'est plus le cas. L'autorité se fonde sur la crédibilité de celui qui en est le porteur. Et je disais à ces jeunes enseignants, il y a 40 ans, on pouvait faire classe en étant mauvais pédagogue. On était protégé par son statut, on était enseignant, les jeunes se levaient quand on arrivait, ils s'asseyaient, ils se taisaient et ils nous écoutaient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un mauvais pédagogue n'arrive plus à faire classe. C'est ça la grande différence. Et j'en connais certains dans les quartiers qui vivent vraiment l'enfer. On ne peut plus faire classe en étant mauvais pédagogue. Et nous sentons combien cette formation à la relation éducative, à la pédagogie, est aujourd'hui un élément indispensable à la formation de nos enseignants. Et puis l'intuition pastorale, c'était alors que beaucoup constataient que les jeunes désertaient les églises et que bon nombre de ses collègues prêtres étaient habités par la question « comment les faire revenir ?» Et il m'arrive encore de partager beaucoup de réunions sur la pastorale avec cette question « comment on va réussir à les faire revenir ?» Jean Bosco de dire non, il s'agit de développer une pastorale du aller vers, aller les rejoindre, là où ils sont, là où ils vivent. Et là, je suis heureux de me retrouver face à des chefs d'établissement qui, par leur situation, peuvent rencontrer toute cette jeunesse. Je suis parfois un peu désolé, en entendant des instances ecclésiales, être préoccupé par qu'est-ce que vous allez dire aux jeunes. Je voudrais vous dire, qu'est-ce que vous allez dire à l'Église de toutes ces paroles de jeunes que vous écoutez et que vous entendez? Nous en avons terriblement besoin. Vous qui êtes sur le terrain, je suis dans une école, je suis dans une paroisse. Quand je vais à l'école, je peux rencontrer 1371 jeunes. Quand je suis dans la paroisse, il me faut faire des efforts désespérés pour essayer d'en réunir 50. Vous avez la chance d'être au contact de cette jeunesse. Vous les rejoignez dans ces lieux importants de leur formation. Combien l'Église est heureuse de vous voir à l'œuvre sur ce terrain-là. Alors, venons-en à ce thème de l'espérance. Je développerai 3 axes. Vous n'échapperez pas au plan 3 x 3 points, on est déformé par sa formation initiale. Je commencerai par dire, l'espérance rime avec la confiance. Être porteur d'espérance nécessite d'avoir confiance. Et j'aime dire que la confiance est un moteur à 3 temps. Parce que toutes ces années d'éducateurs spécialisés m'ont fait découvrir que l'enfant qui est dans l'incapacité de faire confiance est toujours un enfant qui a très peu confiance en lui. Car lorsque l'on n'a pas confiance en soi, il est dangereux de faire confiance à l'autre. On risque la manipulation. Mais comment peut-on prendre confiance en soi si ce n'est en sentant le regard de confiance de l'autre à son égard? Quand je dis que la confiance est un moteur à 3 temps, c'est qu'il s'agit toujours de faire confiance pour que l'enfant puisse prendre confiance et en retour faire confiance. Telle est la dynamique d'ailleurs de la foi chrétienne. Vous savez que le mot foi et le mot confiance viennent du même latin fides. Pourquoi c'est une expression que je n'arrive plus à dire aujourd'hui? C'est « j'ai la foi ». C'est comme si l'un d'entre vous me disait « j'ai l'amour ». Je me dis, s'il pense ainsi, il est sur le chemin de le perdre. Il ne s'agit pas d'avoir l'amour. Il s'agit d'aimer et de se laisser aimer. Il ne s'agit pas d'avoir la foi. Il s'agit de croire et de laisser Dieu croire en nous. Car de même que saint Augustin nous dit, il n'y a pas 2 amours, l'amour de Dieu et l'amour de l'homme, et que c'est un même unique amour, que saint Jean nous dit, celui qui dit qu'il aime Dieu et qui n'aime pas son frère est un menteur, et j'aime dire, il n'y a pas 2 fois, la foi en Dieu et la foi en l'homme, c'est une même unique foi. Et celui qui dit je crois en Dieu et qui ne croit pas en l'homme est un imbécile, il n'a rien compris au message.
Je vais jusqu'à dire que pour celui qui ne croit pas en l'homme, il est dangereux de croire en Dieu. Il risque toutes les manipulations si bien dénoncées par Nietzsche, Marx ou Freud. Mais nous croyons en un Dieu qui croit en l'homme. Le premier qui croit, c'est Dieu. Le premier qui aime, c'est Dieu. Dieu croit en l'homme, ce qui permet à l'homme de prendre confiance en lui et en retour de lui faire confiance. De même que l'amour que l'homme porte à Dieu est la réponse à l'amour que Dieu lui porte, de même la foi que l'homme porte à Dieu est la réponse à la foi que Dieu lui porte. Vous, dans vos écoles, vous êtes les témoins de ce Dieu qui croit en chacun de ces jeunes qu'il vous a confiés. Il s'agit donc d'abord de faire confiance. Et j'aime dire que faire confiance à l'enfant, l'adolescent, espérer en lui, c'est ne jamais l'identifier à ses performances ou ses comportements de l'aujourd'hui. S'il est un adjectif que vous ne m'entendrez jamais utiliser dans mon vocabulaire d'éducateur spécialisé, c'est l'adjectif délinquant pour qualifier un jeune. Pourtant, Dieu sait si les adolescents du Val d'Occo commettent moult délits. Mais c'est quoi un délinquant? Si je prends la définition du dictionnaire, un jeune est délinquant parce qu'il a commis un délit. Le drame, c'est que dans la tête des gens, cela devient très vite, un jeune commet des délits parce qu'il est délinquant. C'est terrible les effets pervers de cette inversion de causalité. On fait du délinquant une espèce de catégorie de jeunes dont l'originalité serait de produire du délit. Qu'y a-t-il de commun entre l'ado de 17 ans qui subtilise la carte bleue de sa voisine et l'ado de 17 ans qui agresse sexuellement une gamine de 4 ans? Je ne vois aucun trait de personnalité commun. Aucun. Bon, bien sûr, ils sont tous les deux délinquants au sens de la loi, ils répondront de leurs actes au tribunal. Mais combien j'ai du mal à lire des articles sur les jeunes délinquants, j'ai toujours pas compris de quoi on causait. Moi, j'ai écrit un bouquin sur les délinquances. Alors ça, il y en a de plusieurs types. Et toute ma posture d'éducateur salésien consiste à dire « tu as commis un délit, mais pour moi, tu n'es pas délinquant ». D'ailleurs, c'est pour ça que je me mets en colère après toi. C'est pour ça que je te sanctionne. Mais tu serais délinquant, ce serait normal que tu commettes des délits. C'est parce que pour moi, tu n'es pas un délinquant que je ne peux pas supporter ton délit. Excusez ce trait de vulgarité dans cette noble assemblée, il est complètement différent de dire « t'as fait une connerie ou t'es con ». On ne dit pas du tout la même chose. Premier cas, on parle de l'acte. Dans le deuxième, on stigmatise à partir de l'acte. C'est la même différence à l'école entre ta copie est nulle et t'es nul. On ne dit pas du tout la même chose. Les enfants qui souffrent le plus à l'école, et j'en connais un certain nombre dans mon bureau d'éducateur, sont les enfants qui ont eu la malchance de rencontrer à l'école des enseignants qui ont confondu le champ de la performance et le champ de la personne. Qui, au lieu de dire ta copie vaut 2, font passer comme message tu vaux 2. C'est terrible tort que font ces gens-là. À l'école catholique, on ne devrait jamais parler en termes de bons et de mauvais élèves. L'élève, c'est une personne. Comment pourrais-je la qualifier de mauvaise? D'autant que la plupart des mauvais élèves que je rencontre rêveraient de faire du bon. Parlons de bonnes et de mauvaises copies. Parlons d'apprentissage réussi, d'apprentissage en cours ou d'apprentissage non effectué. Mais ne parlons jamais, c'est un des impératifs éthiques de l'Évangile, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Jugeons des performances, jugeons des actes. Mais jamais les personnes. Or, l'élève est une personne. Permettre à l'enfant de prendre confiance en lui. Et c'est en l'aidant à mémoriser de la réussite. L'homme est ainsi fait qu'il n'est capable d'affronter une difficulté qu'en se mémorisant une réussite antérieure. Vous savez, il existe un grand livre de la Bible qui s'appelle l'Éducation. Je ne sais pas si vous l'avez lu. En fait, c'est écrit en grec. Alors, c'est marqué l'Exode. Exode en grec, ça signifie éducation en latin, sortir d'eux. Exducere. Et j'aime faire ces livres, ces lectures un peu éducatives, parfois des livres bibliques. Parce que, très vite, on peut se dire, tiens, l'enfance, c'est un peu le terreau de l'enfance, l'Égypte, les besoins vitaux sont satisfaits, mais on n'est pas libre. Terre promise, ça sera un peu l'âge adulte, on y accepte jamais tout à fait. Je crois qu'on est capable d'être véritablement adulte lorsqu'on est capable d'entrevoir le fait de mourir sans que ça ôte le sens de tout ce qu'on a vécu. Toujours un peu en chemin. Et puis entre les deux, l'adolescence. Période en peuple, en groupe, et avec 2 éducateurs, Moïse, Aaron. Et que font les éducateurs lorsque le peuple, nos adolescents, sont en difficulté? Un problème d'alimentation. Eh bien, ils les font chanter.
il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Et la mémorisation de la réussite antérieure donne le courage d'affronter la difficulté du présent. Nous touchons là à un des mécanismes fondamentaux de l'homme. Donc, comment aider nos enfants à mémoriser leur réussite? C'est un des axes forts de la pédagogie de Don Bosco. Vous savez que l'école française est une des écoles les plus coûteuses du monde. Nous comptons par les 5 pays au monde qui dépensons le plus pour notre école en termes de pourcentage de PIB. En termes d'efficience, classement PISA, enfin je sais que certains le remettent en cause, nous oscillons entre la 17e et la 22e place. Dégringolons d'année en année. Autrement dit, des pays qui dépensent moins que nous pour leur école font mieux que nous en termes d'efficience. Ça vaut quand même le coup de s'interroger, même si on est français et qu'on pense avoir les solutions à tous les problèmes. Et lorsque je regarde du côté des pays qui réussissent le mieux, ce qui change, c'est principalement le regard sur l'enfant. Un regard centré sur ses savoirs et l'enrichissement de ses savoirs. Alors que dans notre culture scolaire française, nous avons le regard centré sur ce qui lui manque pour être au niveau attendu. Notre système scolaire français, un gamin qui passe de 50 fautes à 10 fautes dans sa dictée voit sa note passer de 0 à 0. Un gamin qui passe de 3 fautes à 2 fautes voit sa note passer de 14 à 16. Il est bien plus compliqué de passer de 50 fautes à 10 fautes que de 3 fautes à 2 fautes. J'aime dire qu'un gamin de 4e en sait forcément plus qu'un gamin de 6e. J'ai confiance en l'école, capacité des enseignants à transmettre, et je me dis, l'enfant qui pendant 2 ans a écouté des profs, en sait forcément plus qu'en 6e. Comment il s'en rend compte? Il avait 5 de moyenne en 6e, il a toujours 5 de moyenne en 4e. Et vous avez le gamin qui vous dit, l'école ça sert à rien, je suis toujours aussi nul. Pour moi, c'est le facteur premier du décrochage scolaire. Je travaille beaucoup ces questions de décrochage, et je me dis, voilà, une école qui est dans l'incapacité de dire à ses enfants en quoi elle leur est utile, qui est capable de leur faire passer comme message qu'ils sont toujours aussi nuls, alors qu'ils apprennent chaque jour. Donc, faire confiance, aider l'enfant à prendre confiance, et qu'il soit capable de nous faire confiance. Ce que signifie que l'on soit digne de cette confiance, autrement dit qu'on soit crédible. Et être crédible, c'est vivre la cohérence entre le dire et le faire. Je ne parle pas d'exemplarité, car s'il fallait attendre que tous les adultes soient exemplaires avant qu'ils n'entreprennent leur mission éducative, je crains que nos enfants attendent longtemps. Et je dois avoir l'humilité de reconnaître qu'il m'arrive dans ma pratique que telle parole ou tel geste soit peut-être un peu décalé par rapport au principe de la pédagogie salésienne dont je me fais le chantre. Mais à ces moments-là, il s'agit de reconnaître son erreur. L'enfant ne nous en veut pas si on reconnaît notre erreur. On ne saborde jamais son autorité en reconnaissant ses erreurs. Au contraire, l'enfant y voit l'erreur. Alors si on ne la reconnaît pas, on saborde sa crédibilité et c'est l'autorité qui est attaquée. Alors il ne faut peut-être pas se tromper tous les jours. Mais ce qui est important, c'est à ces moments-là de dire, tu vois, effectivement, mon faire n'est pas tout à fait à la hauteur de mon dire, c'est parce que je ne suis pas parfait. Alors ça, c'est plutôt rassurant, parce que l'ado, il sait bien qu'il n'est pas parfait. Alors, il est appelé à devenir adulte. S'il ne rencontrait que des adultes parfaits, il aurait du mal à se projeter. Donc tu vois, je ne suis pas parfait, mais ce que je puis t'assurer, c'est que le dire que je te dis, c'est aussi le dire que je m'applique. C'est ça la cohérence. J'ai discuté comme ça avec quelques évêques sur la vocation et j'ai dit, à force de présenter le prêtre comme l'image de l'homme parfait, je comprends qu'il n'y ait plus personne qui veuille devenir. Parfait, il gère parfaitement son affectivité, il gère parfaitement sa prière, il gère parfaitement... Évidemment, si on présente le prêtre comme l'homme parfait, les candidatures se font rares. Le prêtre, c'est un homme pétri de chair et d'os, et qui, comme vous, a ses failles et ses limites. Deuxième axe, espérance rime avec devenir. Espérer avec chaque jeune, c'est effectivement ne pas limiter son regard à ce qu'il est aujourd'hui, mais à ce qu'il est appelé à devenir. La plus belle parabole qui existe sur l'éducation est la parabole de la graine. Vous savez, la petite graine appelée à devenir un grand arbre. Et j'aime ce commentaire de l'abbé Pierre
qui parle des 3 catégories d'hommes et de femmes dans ce monde. Il y a ceux, vous les mettez face à une graine, ils ne voient que la graine. C'est un peu limité comme perspective. Il y a ceux, vous les mettez face à une graine, ils rêvent déjà à l'arbre. Ils voient l'arbre, les oiseaux dans les branches. Alors, le drame pour ces grands idéalistes, c'est que parfois, à force de rêver de l'arbre, ils marchent sur la graine, il n'y a plus rien. Et puis, il y a ceux qui voient à la fois la graine et l'arbre. Et ceux-là vont être attentifs au terrain. Offrir le meilleur terrain pour que la graine puisse prendre racine et éclore à sa nouveauté. Merveilleuse définition de l'éducation et de la transmission. Offrir le meilleur terrain pour que l'enfant puisse prendre racine dans l'héritage familial, social, culturel, religieux de son pays, de manière à éclore à sa nouveauté de sujet. Et personnellement, j'aime mon époque. L'éducateur que je suis, j'aime mon époque. Je rencontre beaucoup de chrétiens qui n'aiment pas leur époque. Parce que dans les années 50, il s'agit surtout de transmettre. Moi, je n'avais pas le droit de parler à la table des adultes. T'es enfant, t'écoutes. Dans les années 68, un grand élan, grand souffle, c'était plus la peine de transmettre, ils allaient tout réinventer par eux-mêmes. Alors, je vis en catéchèse. En catéchèse, c'était même plus la peine de faire de l'histoire sainte, la peine, hein, des petits pétales, des petits cœurs, Jésus t'aime. Hein. Alors on s'extasiait devant une rose avec ses pétales. On disait, c'est merveilleux, la présence de Jésus dans ton cœur. Alors le drame, c'est un peu plus âgé. Je vois des adultes interpellés par leurs collègues de travail. Et quand leur seul souvenir de catéchisme, c'est les petits pétales et les petits cœurs, ils sont un petit peu en difficulté pour rendre compte de leur espérance. Et je trouve qu'aujourd'hui, on arrive à cet équilibre, où il s'agit à la fois d'aider l'enfant à s'enraciner dans l'héritage, ça c'est tout votre rôle qui consiste à se transmettre, mais de manière à ce qu'ils puissent éclore à leur nouveauté de sujet. Lorsqu'un prof enseigne la littérature, il n'enseigne pas les grands auteurs de manière à ce que les jeunes copient les grands auteurs. Il l'enseigne de manière à ce que les jeunes apprennent à écrire. Lorsque des profs de sciences économiques enseignent les mécanismes qui régissent l'économie aujourd'hui, ils ne les enseignent pas de manière à ce que les jeunes les prennent pour argent comptant, enfin du moins j'ose espérer pour notre pays. Mais que sur la base de cette connaissance, ils soient capables d'élaborer les mécanismes qui géreront l'économie de demain. Jamais transmettre pour imiter, mais transmettre pour inventer. Il en va de même pour la foi. Il nous faut transmettre la parole. Mais il ne s'agit pas de transmettre notre manière de croire. Il s'agit de transmettre la parole pour qu'ils élaborent leur manière de croire, adaptée à ce siècle bien différent de celui dans lequel nous avons grandi. La manière de croire de nous-mêmes est bien différente de la manière de croire de nos anciens du Moyen-Âge. Et la manière de croire de nos petits-enfants sera bien différente de notre manière de croire. Toujours transmettre de manière à élaborer sa manière de croire. Et je vous regarde. Je pense qu'il n'y en a pas un seul d'entre vous qui, dans sa tête, a la même représentation de Jésus ressuscité. Pas un seul. Bon. Lorsqu'il va s'agir de transmettre le message de la résurrection, il va s'agir de transmettre la parole de manière à ce que nos enfants puissent se construire une représentation de la résurrection, un amour plus fort que la mort, une vie plus forte que la mort. Mais il ne s'agit pas de transmettre notre représentation de la résurrection. C'est pour ça que ça me met toujours un peu en colère lorsque je vois ces BD où on ose présenter Jésus ressuscité. Alors c'est le même avec un habit blanc. Moi, je puis vous assurer que si je rencontre mon meilleur ami 3 jours après sa mort, le même habillé en blanc, je le reconnais tout de suite. Or, la caractéristique de tous les récits, c'est qu'ils ne le reconnaissent pas. Donc c'est pas ça. C'est pas ça. Et que chaque fois qu'on se construit une image de la résurrection à partir d'un récit, il y a le récit suivant qui vient la démolir. Un jour, il est pêcheur, il est randonneur, il est jardinier. Donc, et là, vous voyez, ce genre, je pense que cette représentation qu'on fait de Jésus ressuscité, pour nos enfants, ça devient un obstacle à la fois à la résurrection au niveau de l'adolescence. C'est quand même pas possible, c'est quand même pas le même qui arrive avec un vêtement blanc. C'est pas possible, ça. Bon,
Ensuite, il se dit qu'on va ressusciter, on va être les mêmes avec des vêtements blancs. Donc, vous voyez que là, on touche le fait qu'il s'agit de transmettre l'héritage et de manière à ce que chacun élabore sa manière de croire. Il s'agit donc de porter sur l'enfant ce double regard sur le déjà là et le pas encore là. Vous savez, c'est la caractéristique du royaume. J'étais interrogé par un jeune que je préparais à la profession de foi. Il me dit, Jean-Marie, le royaume de Dieu, il est là ou il n'est pas là? Je dis, pourquoi tu me dis ça? Ben, il y a une page d'évangile, on nous dit, réjouissez-vous car le royaume de Dieu est là. 3 pages plus loin, priez pour qu'il vienne. Ah, il faudrait savoir s'il est là ou s'il n'est pas là. Et la réponse du Christ, c'est justement la parabole de la graine. Parce que lorsque vous êtes face à une graine, vous pouvez, avec le même degré de vérité, dire l'arbre est là ou l'arbre n'est pas là. Les deux acceptions sont aussi vraies l'une que l'autre. Vous pouvez dire l'arbre est là, potentiellement il y a tout l'arbre dans la graine. Vous pouvez dire l'arbre n'est pas là, parce que si je ne plante pas, si j'arrose pas, il n'y aura jamais d'arbre. C'est-à-dire que pour le chrétien, il est aussi vrai de dire le royaume de Dieu est là, ou prions pour qu'il vienne. Alors on dit l'évangile est tout proche, c'est-à-dire qu'il est à portée de main, c'est-à-dire qu'il y a besoin de ce coup de main de l'homme pour qu'il puisse advenir. C'est ça le royaume est tout proche. C'est-à-dire qu'il est là, mais si vous ne faites pas grandir, si vous n'arrosez pas... Et donc ce regard sur le déjà là et le pas encore là, c'est ce qui caractérise d'ailleurs tout l'enseignement moral de l'Église. L'Église nous dit on tronque l'homme si on se limite au sol déjà là ou au sol pas encore là. Et c'est aussi vrai 6 mois avant la naissance qu'1 heure avant la mort. Il nous faut toujours conjuguer ce regard sur le déjà là et le pas encore là. Et si nous voulons accueillir l'homme, il nous faut toujours être habité par ce double regard. C'est ce double regard qui caractérise l'école catholique. Et quand on met en œuvre en pédagogie ce double regard, cela donne 2 grands axes. Il s'agit à la fois de sécuriser l'enfant, parce qu'il est encore un enfant, et il a besoin d'être sécurisé dans son présent pour relever le défi de grandir. Et d'ailleurs, bon nombre de nos concitoyens choisissent l'école catholique, non pas parce qu'ils partagent les valeurs que nous y défendons, mais parce qu'ils la jugent plus sécurisante. Et je me réjouis que l'Église offre ce service. On va à l'école à 8h, on sort à 16h30. Que les profs soient pas là. Alors que je vois dans certains établissements publics, à Argenteuil, quand vous voyez un gamin de 12 ans dehors, vous avez une chance sur 2 qu'il sèche l'école et une chance sur 2 que ce soit le prof qui soit absent. Alors ils sont dans le dedans dehors. Bon, sécurisant. Une école sécurisante, c'est une école avec des règles, des limites, où les adultes font vivre la communauté. Et puis, responsabilisante. Car on apprend à devenir responsable qu'en exerçant des responsabilités. Bien sûr, la hauteur des épaules de l'enfant. C'est ce qui est terrible un peu dans notre société, c'est que je connais des enfants à la clé, c'est des enfants 9-10 ans, qui sont responsables entre la sortie de l'école et l'arrivée de la maman du travail à 21h, de tout l'appartement et de toute la fratrie. C'est énorme. 10 ans. Le lendemain, ils vont à l'école et la maîtresse, dans un discours emphatique, leur dit « Jérémie, tu vas être responsable de la crêpe ». Alors, d'un côté, on a des responsabilités qui sont bien au-delà de ce qu'il peut porter, puis de l'autre, on a une parodie de responsabilité, mais je ne vous dis pas avec la sauce. Non. Des responsabilités à la hauteur de l'enfant. Et combien je trouve que notre école a parfois un peu perdu, et peut-être cette réflexion sur le rythme scolaire peut être une opportunité, mais voilà, on sait comment responsabiliser les élèves les uns vis-à-vis des autres, et en particulier dans les apprentissages, et aussi dans le périscolaire. Vous savez, ce qui est dramatique dans notre pays, c'est que tout le ministère de l'enfance est régi par une dynamique de protection de l'enfance, avec comme principe numéro 1, le principe de précaution. On voudrait éduquer nos enfants à risque 0. Ce n'est pas possible. Parce que faire confiance à l'enfant, c'est forcément courir un risque. Or, Jean Bosco aime dire, sans confiance, pas d'éducation possible. Alors bien sûr, des risques mesurés. Moi, je fais beaucoup de bateaux, je suis normand, bateau avec les jeunes. Puis assuré, quand avec un équipage de 12-15 ans, on se retrouve à affronter la tempête dans le golfe de Gascogne, on court un risque.
Alors bien sûr, ils sont attachés, bien sûr, ils ont leur gilet. Et j'ai des lettres merveilleuses de magistrats sur les progrès faits par tel ou tel enfant. Mais je sais aussi que si par malheur un jour je revenais au port avec un gamin en moins, ma tête ferait la une des journaux et je me retrouverais en prison. Alors je comprends que des éducateurs collègues ne veuillent pas se courir ce risque. Alors ils font l'éducation à la voile à risque zéro. C'est-à-dire qu'on met l'enfant dans une petite caisse, sur un lac sans ride, et dès que ça penche un petit peu, il y a 3 canoës à moteur qui se précipitent. Là, c'est la voile à risque zéro. Je ne pense pas que les bénéfices éducatifs soient les mêmes. Je ne pense pas que les bénéfices éducatifs soient les mêmes. Et combien il me semble que des missions, un chef d'établissement, c'est bien sûr, ben voilà, quel risque je vais courir. Un chef d'établissement qui veut éduquer à risque zéro, faire de la reconduction. Ah, monsieur l'inspecteur, on a fait tous les programmes de A jusqu'à Z. Il n'y a pas un seul élève qui a suivi, mais on est bon, on a fait le programme de A jusqu'à Z. S'il avait couru le risque de faire que 9 chapitres, mais qu'il y en ait 8 qui aient compris sur les 10, mais non, il vaut mieux faire tout, même si... Mais voilà. Alors bien sûr, il faut mesurer. Mais être à un poste de responsabilité, c'est bien sûr gérer ce risque. Et enfin, troisième axe, espérance rime avec alliance. Il s'agit de partager l'espérance. Partager l'espérance. Partager avec le jeune. Faire alliance avec le jeune. C'est lui qui est acteur de son processus de développement. Faire alliance avec le groupe. J'entends parfois des enseignants, suite à une conférence que j'ai pu prononcer, dire « on voit bien que vous êtes éducateur, vous parlez beaucoup de la relation éducative, mais nous, on en a 30 !» Avec le brin de provocation qui est mien, je dis quelle chance, vous enseignez une première fois, il y en a 15 qui comprennent, vous enseignez une deuxième fois, vous avez 16 profs pour 15, 1 pour 1. Alors, ils me regardent comme ça. Parce qu'ils enseignent une première fois, il y en a 15 qui comprennent, alors ils réexpliquent. Ils réexpliquent exactement de la même manière dont ils ont expliqué. Parce que s'ils avaient pensé qu'il y avait une meilleure manière d'expliquer, ils l'auraient déjà pris la première fois. Résultat des cours, les 15 qui ont compris s'ennuient, et les 15 qui n'ont pas compris n'ont toujours pas compris. Alors que si c'était un gamin qui avait compris qui expliquait à l'autre, il trouverait une autre posture, d'autres mots, d'autres images, et je pense qu'on serait beaucoup plus performant. C'est comment je m'appuie sur cette dynamique du groupe pour enrichir les apprentissages. Vous savez, les enseignants en France ont été habités par cette idée qui n'a été confirmée par aucune étude scientifique que plus l'effectif serait restreint, meilleurs seraient les résultats. Alors ça a habité. On a dépensé un argent fou, je vois le programme ZEP, 80% du budget, c'était réduire la taille de la classe. On voit où on en est. Aucune amélioration des résultats. Alors c'est vrai dans l'apprentissage des langues, soit la langue française, au primaire, la langue maternelle. Mais sinon, on commence à découvrir que réduire la taille de la classe, ça peut plomber les résultats. Je le vois en ZEP. Dans une classe de 30, vous avez statistiquement 5 bons élèves qui peuvent former un noyau et porter la classe. Dans une classe de 15, vous avez 2 bons élèves qui s'écrasent parce qu'ils sont trop différents. Et on voit effectivement nos profs où il n'y a plus un seul bon élève. Ça, c'est terrible. Avec l'âge ZEP, il est dangereux d'être bon élève. Parce que vous devez gérer toute la violence des autres. Alors le pauvre prof, il ne peut même plus s'appuyer sur les bons élèves. Il a réduit tellement la taille de sa classe que la stratégie du bon élève, c'est de surtout cacher qu'il est bon. Moi, je le vois dans mon service de soutien scolaire. Je rencontre des gamins mais particulièrement intelligents. Je fais une conférence annuelle à l'école polytechnique. Je dis la proportion de génie scientifique est la même dans nos quartiers sensibles que dans nos centres-villes. La même. Et vous savez que notre école française est terrible en termes de ne pas arriver à essayer de pouvoir réguler les discriminations. Nous avons une institution qui a le discours le plus idéologique sur l'égalité des chances et les pratiques les plus inégalitaires. Le nombre de places en grandes écoles est 3 fois supérieur à ce qu'il était il y a 30 ans. Le nombre de jeunes issus des milieux populaires accédant aux grandes écoles est 3 fois moindre. Je prends l'école polytechnique dont je suis issu. Promotion 65, il y avait en gros 20% d'enfants, d'employés, d'ouvriers, d'agriculteurs, de paysans. Promotion 2005, 2%. Donc comment effectivement faire alliance avec le groupe? Et comment partager son espérance en équipe?
Je crois, et je me réjouis aussi de voir dans vos orientations cette idée d'une comité d'éducation, de formation originale. Combien il me semble qu'il y a une culture pas trop individualiste du métier d'enseignant quand je compare aux professions de la santé, aux professions du médico-social ou aux professions du social. Ces espaces de parole où on peut parler de sa pratique, parler de sa posture, parler de ses difficultés. Combien je rencontre parfois d'enseignants qui sont en grande difficulté dans leur classe et qui se sentent obligés, au sortir de la classe, de dire tout va bien, pour ne pas endosser le costume du mauvais prof. Et ceux-là, on les voit rapidement ensuite en dépression, parce que ce n'est pas tenable. Cette espèce d'obligation devant les collègues de dire « mais non, tout va bien, j'ai aucun problème ». Je vois des chefs d'établissement dans des quartiers difficiles. Il suffit que je rentre dans le collège pour voir... ce qui est épouvantable. Hein. Un jour, je rentrais dans ce collège, donc j'avais rendez-vous avec 9 heures, et puis il y avait une mère de famille furieuse parce que son gamin s'était fracturé, avait été poussé par un gamin dans le cours d'éducation physique, s'était fracturé le pied, etc. Et tout. Donc je vois ce principal qui dit écoutez, je comprends bien, il y a quand même des urgences. Hein. Ah non, il dit la fracture l'attendra. Hein. Au point de vue du nombre d'incidents qu'il avait à gérer tous les jours, il dit non, on va garder notre agenda un jour soir, la fracture attendra, tout à l'heure ce sera une entorse, tout à l'heure. Et puis obligé de dire à l'inspecteur d'académie tout va bien. Tout va bien, j'ai pas de problème. Pas de problème. Et effectivement, lorsque il commençait à relever les incidents, alors maintenant on ne les relève plus. Parce qu'on se disait, c'est terrible si les gens se rendent compte du nombre d'incidents qu'il y a. Donc, faire alliance. Il est temps de conclure. Parliez dans ce travail que vous menez sur une école catholique affirmant une identité vivante et visible. Alors, rappelons-nous que le mot catholique, ça veut dire universel, ça veut dire ouvert à tous. Notre Église catholique a toujours eu ce désir dès les origines, ce qui en fait sa singularité, d'être ouverte. J'aime dire qu'une école catholique, ce n'est pas une école pour catholiques. C'est-à-dire qui n'accueillerait que des jeunes baptisés voulant vivre leur foi au sein d'écoles catholiques. D'ailleurs, ils ne pourraient pas vivre leur foi. Parce que comment vivraient-ils la dimension missionnaire de leur foi s'ils sont que auprès de copains catholiques? Moi, je vois combien, au minimum, le fait d'encourager ces collégiens, modèle Dominique Savio, à témoigner de sa foi auprès de ses camarades, et ils sont excellents, plus que nous parfois, pour témoigner de leur foi et faire découvrir Jésus-Christ à leurs camarades non chrétiens. Si on réunit que les catholiques ensemble, alors si en plus ils sont de famille catholique, comment on va éduquer ses enfants à cette dimension missionnaire de la foi? Et puis, rappelons-nous que dans l'Évangile, il est dit « Celui qui accueille un enfant en mon nom, c'est moi qui l'accueille. » Ce que fait l'école catholique, c'est au nom du Christ qu'elle accueille l'enfant. Il n'est pas dit « Celui qui accueille un enfant d'un de mes disciples en mon nom. » Dans l'Évangile, il est dit « Ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. » Il n'est pas dit « Ce que vous faites au plus d'entre les miens, de mes disciples. » De mes disciples. Donc, c'est une école, effectivement, ouverte à tous, mais où on accueille tous au nom du Christ. Ce n'est pas une école de catholiques, où des catholiques produiraient de l'éducation. Nos communautés, aujourd'hui, sont traversées par la diversité. Et ce qui est important, pour les chefs d'établissement que vous êtes, c'est quand même de recruter des professeurs compétents. Et malheureusement, vu la constante diminution des effectifs de la communauté catholique, on n'arrive pas toujours à trouver des profs compétents dans leur matière, qui y soient... Mais je dis, c'est aussi une chance. L'école est catholique. C'est-à-dire que le mot catholique est associé au mot école. C'est l'école qui est catholique. Et comme l'école, c'est un lieu d'éducation, l'école catholique, c'est une école où la relation éducative se vit selon la trilogie catholique du croire, espérer, aimer. C'est-à-dire vivre la relation éducative dans le registre du « je crois en toi, j'espère avec toi, je t'aime ». Parce que de même qu'on ne peut transmettre l'amour qu'en aimant, on ne peut transmettre la foi qu'en croyant, on ne peut transmettre l'espérance qu'en espérant. Ce n'est pas produire un discours sur l'amour, la foi ou sur l'espérance. C'est témoigner. On témoigne de sa foi en croyant en ses enfants. On témoigne de son espérance en espérant avec ses enfants. On témoigne de son amour en aimant ses enfants qu'on accueille, dans leur diversité. Et pour ceux qui sont chrétiens,
Cette école catholique est un lieu où ils peuvent vivre et célébrer leur foi. Un je crois en toi, à la manière dont Christ croit en toi, à la manière dont j'expérimente que Christ croit en moi. J'espère avec toi, à la manière dont Christ espère avec toi, à la manière dont j'expérimente que Christ espère avec moi. Je t'aime, à la manière dont Christ t'aime, c'est-à-dire comme tu es, non pas comme je voudrais que tu sois, à la manière dont j'expérimente que Christ m'aime, c'est-à-dire comme je suis et non pas comme je rêverais d'être. Merci de votre attention.